L'interview matinale, première partie, un invité ce matin, Laurent Valera. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, c'est une rencontre à La Réole qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir dans l'interview. On va parler de ton parcours, Laurent. Déjà, je cherche toujours, parce qu'en préparant cette interview, j'ai vu toute la diversité de ce que tu proposes et ce que tu fais, de ce que tu réalises, de ce que tu crées. Et du coup, j'essaie de chercher un mot pour résumer. On dirait artiste plasticien. Est-ce que c'est bon? Oui, ou art visuel. Souvent, art visuel. souvent le mot plasticien, j'essaie de l'enlever parce que D'accord. pour beaucoup de gens qui connaissent pas forcément cet univers, ils pensent qu'on travaille le plastique. Ah oui. Ouais, souvent ça arrive. D'accord. On me renvoie ça souvent. Du coup, je dis art visuel et tout de suite je précise peinture, sculpture, photo, vidéo, installation, etc. D'accord. Ah bah, ok. Alors donc art visuel. Ce qui m'a fait sourire, c'est que à la base, qu'est-ce que j'apprends que tu arrives de Toulaine, de Langon au départ. Alors là, tu vis aujourd'hui, tu es installé à La Réole. On verra que tu as pas mal cheminé, mais tout commence à Toulaine, à Langon, dans le sud Gironde, il y a quelques années maintenant. Oui, c'est exact. Je suis né à Langon en 1972 et j'ai passé toute mon enfance, adolescence dans ce secteur-là, à Toulaine, école primaire de Toulaine, et puis collège et lycée à Langon. Et donc ce territoire-là, je l'ai bien exploré enfant, à parcourir la campagne environnante là à Toulaine. Et c'est ce que tu me disais, oui, que justement, c'est cette, la campagne de Toulaine aujourd'hui n'est plus tout à fait propice aux mêmes explorations. Tout s'urbanise très vite et on est plus dans une banlieue bordelaise que vraiment. On a presque l'impression d'être à Bègle parfois. Mais à l'époque, en tout cas, dans ces années 70, ça a été un lieu qui a été très propice pour toi à l'exploration. Il y avait une certaine autonomie, c'est vraiment cette idée dont on prend son vélo, on se balade, on se promène, on regarde les salamandres, les ruisseaux, et c'est tout ça finalement qui a ancré en toi cet appétit pour regarder le monde et prendre le temps de ça. Oui, c'est ça. Donc enfant, dans cette campagne-là, proche de Langon, les activités sont vite tournées vers l'espace naturel, surtout que les parents, il y a une confiance. Peut-être l'époque veut ça aussi. On laisse les enfants plus aisément vivre leur vie à l'extérieur, dans les bois, dans les prés, aller à la Garonne pour aller à la pêche par exemple, voir se baigner dans la Garonne, même si les parents ne sont pas forcément au courant, mais enfin les gamins s'autorisent ça, on s'autorisait ça. Et explorer même dans des endroits qui paraissent aujourd'hui comme le bois de Toulaine en face de l'école primaire. Oui, qui est très... Qui paraît très espace public, quoi. Et en fait, à cette époque-là, cet espace pour des enfants était propice à plein d'explorations. Il y avait un monsieur qui habitait dans le bois, qui avait des grandes volières gigantesques avec plein d'oiseaux, de poules et autres. Et ben, rien que ça, c'était un peu mystérieux pour nous et on allait vraiment explorer tous ces espaces-là. Et en fait, ça s'est un peu aseptisé, on va dire. À l'époque, il y avait quelque chose d'un peu plus... Il y avait des gens qui habitaient en périphérie du bois qu'on aurait considéré comme marginaux ou avec des problématiques mentales aujourd'hui et qui vivaient dans des lieux un peu de briques et de broc, mais qui habitaient là vraiment et qui avaient élevé un jet et avec qui ils communiquaient, etc. Et en fait, tout ça, c'est un peu disparu. Et ça, c'est un vrai trésor pourtant pour l'enfance qui est un lieu l'enfance, c'est tout est possible, tout est grand, tout est immense. Chaque promenade est une aventure, en fait, à la recherche d'un trésor magique et même une boîte de conserve par terre avec quelques vieux papiers, ça peut être peut-être quelque chose la piste vers un trésor secret. C'est les Goonies, en fait. Ouais, il y a une vraie exploration, une quête, une curiosité peut-être propre à l'enfance. Et là, qui peut se déployer parce qu'il y a vraiment matière, effectivement, dans l'espace naturel. Et même les gens, parce qu'en fait, ces gens, ça me fait penser vraiment à ces gens qu'on voit plus difficilement aujourd'hui, qui des fois nous faisaient un peu peur, hein,
Et parce que justement, on sentait bien qu'ils vivaient quelque chose de singulier, de propre à eux et un peu peut-être loin de ce que nous on vivait au quotidien dans nos familles. Et en fait, avec une envie d'en savoir un peu plus sur ces gens-là quand même. Donc du coup, on parlait avec eux, on échangeait, on les observait. Ouais, il y avait des liens qui se faisaient. Le vieux pirate au fond de sa cabane. Et donc, dans cette enfance propice à l'exploration, il y a ces deux versants. Donc, il y a cette aventure, cette découverte, cette observation du monde, des gens, des caractères singuliers aussi. Et on verra que ça a son importance et que c'est quelque chose qui est toujours présent ensuite chez toi. Et il y a aussi cette rencontre avec le père d'un ami, Max Lafargue. Oui. Là, c'est une ouverture, donc c'est des gens qui vivent dans une campagne plus rurale encore, parce que c'est vrai que Toulaine, ça reste une banlieue de Langon, même à cette époque-là. Et là, c'est à Saint-Pardon-de-Conques que ça se situe, où là, ça offre la vallée de la Garonne, la rivière, le Beuve, la Garonne en elle-même, les douves du château de la famille de Pontac, tout ça propice à des jeux d'enfants et entre autres très axé sur la pêche au bouchon ou la pêche au vif du carnassier. Et ce Max Lafargue parce que alors voilà, à l'époque on n'a pas internet, on n'a pas on a quelques chaînes de télévision, l'accès à la culture, comment ça se passe finalement à part ces rencontres Ben, moi, c'est dans ma famille, il y a un intérêt pour la musique parce que ils dansent. Mes parents dansent, c'est des gens qui dansent les danses classiques, enfin, je sais pas comment dire, le passo, tout ça là. Donc, ils sont férus de ça et ils pratiquent sur des plages horaires, des balles ou des soirées familiales. Mais après, hors ça, il n'y a pas grand-chose. Et chez Max Lafargue et donc Jean-Christophe, copain d'enfance de l'école primaire de Toulaine, il y a sur les murs, il y a des peintures, par exemple. Il y a des peintures et c'est les artistes, ils les connaissent. C'est des artistes qu'ils ont rencontrés lors d'un voyage, avec qui ils ont troqué, échangé, et après peut-être troqué contre une bouteille de vodka en Bulgarie, une toile, ou acheté chez un marchand, un galeriste, on dirait, un marchand de peinture à Villeneuve-sur-Lot ou je ne sais où, des toiles qui sont là et par ces discussions sur ces œuvres, d'où elles viennent, d'où elles proviennent, comprendre aussi que on peut être artiste est un métier aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas juste je fais ça en loisir, ça peut être son activité principale et c'est pareil, une graine de plus donc qui se plante comme ça en toi, mine de rien. Et il y a aussi cette rencontre en CE1, CE2 avec cet institut qui propose une manière d'étudier autour de la méthode Freinet. Oui, tout à fait, Jean Bonnemazon, qui enseignait à l'école primaire de Toulaine, les CE1, CE2, et qui applique cette méthode Freinet beaucoup plus en connexion avec l'espace naturel, à des rythmes aussi autres. Pour exemple, quand on arrive le matin à l'école, on pose notre sac dans la classe et on part dans le bois de Toulaine pour, pendant une demi-heure, le réveil au son et aux observations de la nature. Et après, sur des pratiques aussi, alors en matinée, on va dire plus scolaires, sur mathématiques français, qui l'après-midi sont mises en application directe par des choses concrètes, comme l'imprimerie, façon ancienne avec les casses d'imprimerie. On imprime nos textes qu'on a écrits, nos dessins. On fait des carnets que l'on va vendre à la population là, de Toulaine pour financer peut-être un voyage scolaire avec des correspondants, etc., quoi. Et donc là on a un peu un aperçu de l'enfance, de ton enfance, où les graines se plantent comme ça, discrètement. Et évidemment, arrive ce moment où, à la fin du lycée, tu te dis, bon, bah maintenant je fais quoi? Et après tout ce parcours en lien avec ces artistes, ces poètes, cette créativité, cette aventure, tu te dis très logiquement, et on en parlera dans la deuxième partie de l'interview matinale, eh ben maintenant, je vais aller faire des études de génie civil. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là, c'est... dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le bâtiment, des artisans. Donc, des oncles, mon père, mon frère. Et effectivement, est-ce que c'est pour peut-être rassurer tout le monde ou me rassurer moi-même?
je m'inscris dans un cheminement qui va dans ce sens-là, donc un IUT de génie civil à Talence, et donc je fais ça pendant 2 ans jusqu'à obtenir un DUT. Voilà. Sauf que chasser le naturel, il revient au galop et c'est arrivé à Bordeaux sous prétexte de ce DUT de génie civil va être une ouverture pour toi, une ouverture à encore plus de diversité, de rencontres et le début de quelque chose qui est ta vie aujourd'hui. Et on parlera de tout ça dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale avec Laurent Valera. On en parlait donc de ton parcours, Laurent, tout à l'heure, de ton enfance, de comment tout se construit et de ton arrivée à Bordeaux. Mais avant, j'aimerais revenir sur notre rencontre puisque j'ai eu le plaisir de voir ce que tu produis aujourd'hui autour du feutre de laine, en fait, puisque tu vis à La Réole maintenant. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et donc, dans les différentes matières dont tu te saisis, ça c'est une découverte récente, le feutre de laine. Oui, alors ça fait plusieurs années que je dis que je veux aller vers des matériaux naturels pour avoir plus de sens entre ce que je fais, ce que je pense du monde, là où il va et comment je m'y inscris, qu'est-ce que j'y fais et comment. Donc, et cette année a été le moment où j'ai vraiment enclenché, donc fin d'année dernière et cette année. Et j'ai compris que la laine était un matériau vraiment qui allait compter pour moi. Je l'ai ressenti et du coup je suis allé vers ça, et en étant à La Réole j'ai rencontré une artisane de la laine, Dorothea, qui exerce la Sauveterre de Guyenne via un atelier et qui transmet des savoir-faire au travers d'ateliers et de pratiques. Et donc j'ai découvert cette pratique de la laine, et entre autres du feutre de laine, le feutre à l'eau froide et au savon, et le feutrage aussi des formes à sec à l'aiguille. Et ça m'a vraiment, ça a confirmé mon intuition, et ça m'a vraiment happé et complètement fasciné. Oui, là tu t'es retrouvé pris dans une espèce de frénésie de production qui sont visibles d'ailleurs. On peut y accéder ou... Alors oui, effectivement, je suis dans la rue Caduc, dans la rue piétonne, et c'est un local commercial où je montre ce travail qui a été fait là récemment de statuettes en feutre, que j'ai intitulé Idole, donc des statuettes d'une 40aine de centimètres de haut, qui représentent plutôt des animaux ou des animaux un peu hybrides, on ne sait pas trop, et des fois qui peuvent même évoquer de la statuaire plutôt primitive ou ethnique. Et idoles, parce que ouais, effectivement, je les vois comme des sortes d'objets, peut-être portant une spiritualité, et qui pourraient peut-être engager sur quelque chose de l'ordre d'un rite ou d'une pratique avec elles, pour retrouver et de la douceur à soi et aux autres vivants. Le feutre de laine, tu le disais, ça peut être à l'eau et au savon. L'eau est une matière qui compte pour toi, on va en parler. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne justement sur ton arrivée à Bordeaux pour résumer des épisodes précédents. Tu t'inscris dans un IUT de génie civil. Tu passes ton DUT, donc 2 ans comme ça. Mais ce qui se passe surtout, c'est les à côté, en fait. Et oui, d'un coup, on passe à une autre échelle en termes de connexion avec des gens qui arrivent de tout horizon, de parcours, niveau socialement, culturellement, et découvrir que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on imaginait, même si on pressentait bien qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc là, ces rencontres-là amènent vraiment à l'idée de la culture, à la littérature, se mettre à lire alors que je lisais pas du tout. Ouais, comment ça se passe cette rencontre? Parce que toi, tu arrives du sud Gironde avec, j'imagine, un accent prononcé, des petits tics de langage. Puis d'un coup, te voilà dans tout cet univers bordelais et très, même plus que bordelais en fait. Oui, tout à fait. Et effectivement, le rapport à la langue, ouais, c'est un détail, mais c'est important. Mais ma langue change à ce moment-là, parce que je rencontre des gens qui s'expriment autrement, qui arrivent d'ailleurs, de régions parisiennes ou autres, et avec des niveaux de langue bien plus hauts que ce que je peux pratiquer, et qui des fois me reprennent. Et donc là, il y a une sorte de... Je me mets pas à mimer, mais enfin à comprendre ça et l'importance de ce maniement d'une langue qui permet d'échanger, de pratiquer, être au plus juste peut-être de ce qu'on vit ou ressent. Et
Et donc, la langue, au travers aussi du théâtre, au travers des spectacles, au travers donc du festival Sigma, au travers des œuvres d'art contemporain au CAPC, en fait, j'accède à tout ça par des rencontres. En fait, c'est vraiment, je me sens accompagné par des gens qui me font découvrir tous ces univers. Et cet accompagnement, ces rencontres et cette construction de ta propre langue, de ton propre univers, en fait, finalement, se matérialise petit à petit. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, j'arrête le génie civil, j'arrête tout ça et maintenant je me consacre à ça, ou ça continue à se distiller petit à petit? Effectivement, j'ai l'intuition que, enfin, je sens bien que le génie civil, c'est pas pour moi. Et même s'il y a l'idée des structures me plaît bien, qu'on retrouvera dans mon travail plus tard aussi. Mais bon, cet univers ne va pas et j'ai envie d'aller vers quelque chose que je peux faire avec mes mains, à mon échelle, avec mes mains. Et intuitivement, j'arrête tout le génie civil pour aller vers la mosaïque et je m'installe chez mes parents dans le garage et je me mets à glaner de la faïence, des carreaux, etc. chez des marchands ou chez des gens qui ont des petits stocks pour commencer à composer des constructions de céramique, de mosaïque fragmentées. Et ça me fascine, ce côté, accumuler des petits éléments pour faire quelque chose de plus grand. Et peut-être que, enfin voilà, et aussi très vite dans cette façon de faire, l'idée du vivant. Déjà, je me sens plus vivant moi, et à faire quelque chose qui est en écho avec ce que je sens de mon chemin, enfin de quelque chose qui m'appelle. Et les couleurs, les formes, et au début pour faire des choses un peu figuratives, puis abstraites. Et à ce moment-là aussi, en pratiquant, parce qu'il n'y a pas le web à cette époque-là, c'est des lectures et des rencontres, on me parle des Beaux-Arts de Bordeaux et qu'il est possible de faire des cours, suivre des cours là-bas en tant qu'adulte. Ce que tu fais, et là, tu accèdes encore à un savoir supplémentaire, à une connaissance supplémentaire, j'imagine. Tu continues d'ouvrir l'espace des horizons. Et puis, l'interview file, donc on va tout de suite passer à la rencontre décisive avec Bernard Magré, en fait. Oui, en 2011, il voit mon travail dans une exposition chez un restaurateur où il va souvent manger. Et là, il flash sur ça, il me contacte et il me propose très vite d'intégrer son lieu qui va ouvrir dans quelques mois, l'Institut culturel Bernard Magré. Et là, il m'aide. Et j'intègre ce lieu, je suis en résidence dans ce lieu, je suis payé, j'ai un salaire mensuel pour créer. Et là, j'assiste et je rencontre beaucoup de gens au travers de conférences où il y a beaucoup d'invités qui viennent de toute la France, voire au niveau international, des artistes avec des grandes notoriétés. Ouais. Et surtout des gens qui œuvrent et travaillent dans cet univers de l'art contemporain à très haut niveau. Et en fait, pour moi, c'est une école, j'absorbe quoi. J'absorbe, j'observe, j'essaye de comprendre et tout ça, ça aura un gros impact sur mon travail futur, mon positionnement, ma façon de fonctionner. Et surtout, ça met un grand focus sur moi qui suis pas... Oui, parce que c'est quand même un changement radical, en fait, de passer un peu de l'ombre à la lumière, finalement. Et des fois, il faut pouvoir le vivre, ce changement. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'étais absolument pas connu dans l'anonymat total, et là, du jour au lendemain, mon nom, les gens savent pas trop ce que je fais, mais en tout cas, mon nom est connu, sur Bordeaux en tout cas, et ça va m'ouvrir des portes pendant des années, un peu partout, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir été repéré par ce lieu. Ouais. Oui, ou quelqu'un a eu la chance de te repérer. Je sais pas, mais en tout cas, ça a été un sacré coup de pouce. Même encore des fois aujourd'hui, on m'en parle, même si ça s'est estompé un petit peu. Mais en tout cas, oui, ça a vraiment fait un levier fort à ce moment-là. Oui. Parlons un peu de tes productions. Justement, tu travailles depuis quelques années. L'eau est un thème central, il me semble. Oui. Depuis 2012, suite à une installation sur l'anamorphose de mots portée par des verres d'eau et des jeux de reflets, l'eau est devenue un peu l'élément premier de mon travail et je m'en sers pour lui faire
pour, grâce à elle, aborder et parler de plein de sujets qui concernent le vivant et le lien intervivant, les aspirations du vivant, la quête de la vie. Qu'est-ce qui te fascine dans l'eau? Parce que l'eau, c'est l'eau, c'est quoi? C'est le verre d'eau qu'on boit. Enfin, c'est pas fascinant en soi, non? Ouais, mais en fait, je la perçois vraiment comme quelque chose de sauvage et de vivant, comme un animal en fait. Et avec sa propre autonomie, ses propres envies, ses propres aspirations de vie et ses propres rythmes. Un peu comme le ressac à l'océan, avec ce mouvement inlassable depuis des millénaires. Un mouvement qui donne et un mouvement qui prend. Et qui donne un tempo, une pulsation. C'est assez binaire, mais il y a quelque chose comme ça. C'est poum, poum, un battement de cœur, une respiration, inspirer, expirer. Et en fait, c'est une sorte de base, quoi. L'eau, du coup, c'est une matière en elle-même. Comment elle intervient dans tes productions? Comment tu l'utilises, cette eau? C'est un symbole? Elle est réellement physiquement présente? Un peu tout ça. Des fois, elle est réellement présente dans les verres d'eau, sur les anamorphoses, par exemple, où je peux faire le continent africain en verre d'eau. Et c'est éclairé dans une pièce noire. Et le reflet de cette forme africaine, enfin de ce continent africain, génère le continent européen en reflet au-dessus. Et donc là, elle est clairement présente et elle génère une sorte de magie des reflets de l'eau. Et des fois, elle est utilisée pour organiser des choses, par exemple sur de la 2D avec des peintures, sur les séries Aspiration d'eau. Et là, je la laisse clairement maîtresse dans l'organisation des formes, des pigments, et pour essayer de deviner dans un deuxième temps quand elle a disparu, quand elle a séché, qu'elle s'est évaporée, qu'est-ce qu'elle a essayé de tenter de nous dire, ou essayer de percer ses secrets dans l'écriture qu'elle a laissée. On a déjà un peu dépassé le timing et je discuterai bien encore longtemps. Je vais quand même rappeler pour ceux qui veulent en savoir plus que tu as un site, justement, Laurent Valera. De toute façon, il suffit de chercher sur n'importe quel moteur de recherche, on te trouve très facilement. On va conclure comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais, vers quoi tu aimerais aller maintenant? Est-ce qu'il y a des projets qui t'animent? On parlait du feutre de laine. Quelque chose comme ça. Le feutre de laine, l'idée aussi, c'est se reconnecter au lieu où on vit par l'action qu'on y mène. Et là, la laine, elle est présente sur tous ces moutons et autres alpagas qu'il y a sur le territoire. Et donc de trouver du sens déjà comme ça. Et dans un deuxième temps sur ces statuettes, c'est de les animer via quelque chose qui est de l'ordre d'un rite. Retrouver du rite qu'on a complètement perdu dans notre société française. Et pour nous réunir des gens, des spectateurs, au travers quelque chose de l'ordre d'une performance théâtralisée, avec du son, musique, live, du chant, de la danse, de la lecture de textes poétiques, et pour peut-être créer un lien entre nous, nous amener à quelque chose de liant et de connectant, un peu à l'image de ce feutre lié et connecté par les fibres. C'est un projet qui est commencé ou qui, pour l'instant, tu poses sur un cahier et tu le travailles? Mais là, j'en parle depuis un petit moment, et là, c'est en train de se construire. Il y a une amie poète, Frédéric Soumagne, qui est en train d'écrire des textes. Et là, j'essaie de voir au niveau musique et au niveau du son, chant, qu'est-ce avec qui le faire et pour en faire quoi exactement. Mais c'est en train de se construire, ouais. Merci beaucoup, Laurent, pour ce moment. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, merci.